Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission qui donne la parole à vos députés. Cette semaine, on a la chance de discuter avec notre député de Vimont sur différents sujets d'actualité lavallois. Bienvenue à la parole aux élus. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit le député M. Jean Roussel. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir, très contente. M. Roussel, vous avez été élu pour la première fois dans le député de votre circonscription de Vimont le 4 septembre en 2012. Oui. Et réélu pour un deuxième mandat, c'est le fun. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis vraiment choyé, oui. Et le bilan de votre première expérience, ça serait quoi? Bien, écoutez, quand j'ai rentré en 2012, on rentrait donc à l'opposition. Oui. J'ai aimé mon expérience parce que j'ai pu vraiment apprendre comment c'était au Parlement. Parce qu'on a toujours une idée bien différente quand on est à l'extérieur du Parlement, mais j'ai adoré l'expérience, mais j'avais tellement de choses à apprendre à l'intérieur. Je pourrais vous dire que c'est une journée, c'était un 18 mois, parce que ça oui, ça c'est vrai, c'était mois. court. Oui. C'est court, mais c'était un 18 mois très intensif que j'ai appris énormément. Parce que les gens, quand ils nous regardent, eux, probablement, les gens ne savent pas que ça fait un député, honnêtement. Oui, là. qu'est-ce que fait un député? On va se le dire, on se le demande. Ouais. Qu'est-ce que ça fait pertinemment? Bien, premièrement, un député est là pour travailler pour vous. Donc, c'est la personne qui vous représente à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est important, quand il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire ou quelque chose, ou une suggestion, de nous le dire. Donc, soit de nous envoyer un email ou tout simplement de nous demander une rencontre dans notre bureau, chose qu'on fait avec grand plaisir chez Mais nous. on dirait que les gens ont peut-être peur de s'introduire et de dire, gars, je ne vais pas prendre le temps, mettons, de quelqu'un, d'un député qui est assez occupé. Mais peut-être un courriel, c'est une solution. Très bon, oui, c'est une très bonne solution, mais il faut nous le dire, parce que si on veut vraiment représenter la population qu'on représente, il faut vraiment savoir qu'est-ce que cette population... Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut pense. changer. Et d'ailleurs, moi, je sais bien que je me promène un peu partout dans les restaurants de Vimont et d'Auteuil, parce que la circonscription comprend Vimont, le secteur Vimont et Auteuil. Bien, c'est là que je demande. Parce que les gens me disent, Jean, parce que les gens m'appellent Jean du au fait que ça fait longtemps que... Oui. Amical et oui. tout. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de tel sujet? Puis moi, je reviens toujours la question de l'autre côté. Non, mais vous en pensez quoi? Et les gens vous répondent. Oui, bien là, probablement, surpris. Ils sont bien surpris parce que, OK, ils me demandent mon opinion. Mais c'est important pour moi de le savoir parce que comment je peux les représenter adéquatement si je ne sais pas, ils pensent quoi? Ouais. Donc, c'est vraiment l'importance de savoir qu'est-ce que les gens pensent. Donc, les gens, on les représente, mais... On est des législateurs, donc on fait des lois. Oui. C'est sûr que les lois qu'on fait, là, puis vous avez juste à regarder les journaux ou les médias. On voit les points importants au moins. Oui, puis il y a des gens, bien, tu peux pas faire plaisir à tout le monde non plus. Sauf que les lois, il faut les mettre au goût du jour, donc il faut qu'ils les actualisent. Oui. Et je pense que c'est ça qu'on y travaille. C'est pour ça qu'il y a toujours des périodes où on demande aux gens de la population du Québec de venir à l'Assemblée nationale, de nous parler justement de c'est quoi, où sont en accord ou pas en accord. Et de là, après ça, bien, on se réunit en commission. Et en commission, bien, toutes les parties sont représentées. Et c'est là qu'on échange. Et c'est là vraiment le travail Le gros travail. Le gros travail se fait là, parce que et c'est le travail que les gens ne voient pas. Bien, oui, ça passe à la télévision, à la chaîne de l'Assemblée nationale, mais je pense que les gens vont préférer peut-être regarder O ou une autre émission. Ouais, peut-être. Peut-être, mais comprenez-vous, c'est que les gens, et c'est là que ça se passe. Et les gens, ils pensent toujours qu'on a du temps. Moi, bien souvent, ma journée de travail commence... Ça ressemble à quoi? Ça commence à 7h30, 8h le matin. Déjà là-bas, là. Déjà installé. Là, déjà prêt, là-bas, là. on lit les journaux, premièrement, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Après ça, on a notre caucus, justement, toujours gouvernemental de notre côté. Mais là, la journée vient de commencer. Donc, c'est la période de questions qui suit. Mais après ça, c'est les commissions qui continuent. Donc, il y a les commissions, où je fais partie de deux commissions. Commission des institutions et la commission du territoire, l'aménagement du territoire. Donc... on l'appelle la CAT et la CI, là, mais c'est deux commissions qui siègent et bien souvent, qui m'est arrivé à siéger dans les mêmes journées. Donc, des fois, j'ai... Des journées de 13-14 heures, c'est interminable un peu. Oui, bien, des fois, je termine à 11 heures, des fois à 10h30 le soir. Donc, tu sais, je vous ai dit que je commençais de tôt. À 7 heures. Puis là, le soir, tu arrives chez vous,
Là, t'as-tu le goût de manger un steak? Non, pas vraiment à cette heure-là. Puis là, ma femme, elle va m'écouter, puis là, elle va dire, j'ai dit de ne pas faire ça. Mais bien souvent, tu vas manger un bol de céréales rapide, puis tu vas te coucher parce que c'est la journée de la marmotte, parce que le lendemain, la journée recommence toujours à 7h30. Donc, c'est toujours sur le qui-vive. Et c'est ça. Mais c'est tellement intéressant, je vous dirais, les premiers 18 mois, et à chaque jour, là, on semblerait qu'une journée que tu n'apprends pas, c'est une journée perdue. Bien, je peux vous dire que j'apprends énormément. À chaque jour? À chaque jour, à chaque instant, j'apprends. C'est vraiment enrichissant. Moi, j'adore ça. Et surtout quand tu sais que tu travailles pour ta population, population que moi, je connais depuis longtemps. Donc, c'est certain que... Et vous, en fait, avant, vous avez plus de 30 ans d'expérience en tant que policier. Oui. Alors, avant de faire le saut en politique, vous étiez un policier à Laval. Qu'est-ce qui vous a donné le goût, l'envie là, de vous lancer en politique? Parce que c'est quand même... Oui, vous servez la population, mais c'est différent, non? C'est différent, effectivement. C'est pas dans le même créneau. Non. Mais je vous dirais, pour moi, c'était comme une continuité. Même quand j'ai rentré dans la police, quand j'étais comme policier, moi, j'ai commencé à être bénévole chez nous à Vimont et à Hauteuil à l'âge de 8 ans. Donc, moi, pour moi, là, aider mon prochain, puis aider mon voisin, puis d'aider ma communauté, c'était comme un ADN que mon père me donnait. Parce que mon père, c'est lui qui a parti les Loisirs Saint-Bruno, qui se situe à Vimont. Et c'est de là que j'ai commencé à être bénévole et à m'intéresser justement à aider les autres. Oui, puis qu'il y a une communauté en entour, donc de se préoccuper de la communauté. Mon père, ancien policier, lui aussi, donc c'est ça. 3 générations même, votre fils 3 aussi. générations, mon fils est policier aussi. Les Roussel aiment ça, c'est bon. Oui, c'est pas mal dans la police, ça se passe. Et puis, et pourtant, il y a bien des gens qui disent, ton père t'a encouragé d'être en police. Même pas, oui. Ça s'est fait comme ça. Et la même chose pour mon fils. Fait que ça vient vraiment du cœur, votre désir d'offrir et de... Bien, d'aider les gens. Donc, puis pour moi, la politique, c'était comme la continuité. C'est comme une continuité normale pour moi. C'est sûr qu'on ne gère pas les mêmes problèmes, on ne gère pas les mêmes dossiers, mais pour moi, c'était une continuité suite à mon bénévolat, suite à mon implication au service de police. Eh bien, c'est ça. Après ça, c'était... je peux aider mes gens de Vimont et Hauteuil d'une autre manière. Est-ce que vous avez une préférence ou non? C'est vraiment 2 entités différentes. Bon, j'ai aimé être policier, là, mais sauf que ça, c'est passé, on passe à d'autres choses. Donc là, on vit une nouvelle expérience. Exactement. Et puis, une expérience vraiment enrichissante que j'adore. Et vous restez dans le secteur de Vimont depuis un très jeune âge, très jeune âge, depuis l'âge de 8 ans. Quand vous avez commencé à faire du bénévolat, c'est incroyable. C'est plutôt rare un député qui connaît aussi bien son comté. Est-ce que vous connaissez d'autres députés dans l'Assemblée qui... Oui, bien écoutez, c'est sûr que je la connais bien. Je connais bien ma circonscription parce que, écoutez, effectivement, comme vous dites, depuis l'âge de 8 ans, j'arrivais à Vimont. Non, c'était une erreur. J'arrivais à Saint-Elzéar. OK. Donc ça, c'est avant même que Vimont vienne au monde. OK. Donc vous êtes là depuis le début de Vimont. Okay. Donc, vraiment, moi, je suis arrivé à la ville s'appelait Saint-Elzéar, la création de Laval aussi qui a suivi, donc qui fait maintenant 50 ans. Mais, voyez-vous, c'est... moi, mon coin de la paroisse Saint-Bruno, puisque moi, je suis une personne de la paroisse Saint-Bruno, c'est ça, mon implication. Donc, oui, je connais beaucoup les gens, je connais beaucoup ma circonscription. Mais en plus, comme policier, je patrouillais même dans Vimont. Donc, vraiment, Vimont, quand quelqu'un me parle d'une rue, je peux vous dire, oui, elle est là, je la connais. Et bien souvent, je connais même les gens. S'il y a d'autres députés pour répondre à votre question, s'il y a d'autres députés qui font la même chose que moi, peut-être pas autant, mais je vous dirais que bon nombre de députés demeurent dans leur circonscription, donc bon nombre de... Puis depuis longtemps, là. Oui. Il y a bon nombre. Je pourrais pas... J'ai pas fait un dénombre vraiment savoir combien de personnes, fait combien de temps qui habitent dans leur circonscription, au moins dans la ville, mais je vous dirais que la majorité ont une connaissance de leur circonscription assez grande. Pour l'avoir dans le cœur. Oui. Mais là, si on parle de... Vous avez plusieurs dossiers importants dans votre circonscription, dont un qui dure depuis plus de 40 ans, c'est le parachèvement de l'A19. Comment proposez-vous de transformer l'A19? Bien, écoutez, effectivement, c'est un problème qui perdure depuis trop longtemps parce que moi, surtout dans le secteur Hauteuil, le problème que ça fait, c'est que les gens se servent des petites rues pour...
contourner. Malheureusement, ils passent dans des zones scolaires. Malheureusement, ils passent dans des zones résidentielles. Et malheureusement, bien, c'est ça, les gens se plaignent, et avec raison. Le projet a passé au BAP, donc à ce moment-là, c'est vraiment l'environnement a passé dessus. Maintenant, le rapport est sur le dos aussi, sur le bureau de M. Hurtel. Okay. Donc, ils sont à l'étude là-dessus. Mais je peux vous assurer, moi je sais, parce que j'en ai reparlé dernièrement même avec le premier ministre, M. Couillard, qui lui-même a porté justement l'épinglette de la 19, parce qu'on fait partie de la coalition. Moi, personnellement, je fais partie de la coalition aussi de la 19. Okay, c'est ça. Donc, pour vous dire que oui, c'est une très grande priorité pour moi, puis je peux vous dire que oui, la 19, enfin, on va l'avoir. Parce que c'est la première fois, premièrement, que ce projet-là va au BAP. Hein? Parce que le projet... Avant, il ne se rendait pas. Jamais. Mais pourquoi? Bien, jamais. Les gouvernements n'ont jamais, puis peu importe le gouvernement, l'ont jamais amené au BAP. Donc là, déjà là, que le projet s'est rendu au BAP, déjà là, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très grande étape de passer. Il y a eu des consultations auprès des citoyens, puisque pendant un BAP, les citoyens peuvent venir dire leur mot là-dedans. Ces étapes-là sont franchies. Maintenant, le rapport est sur le bureau de M. Hurtel, qui est le ministre de l'Environnement. Et bien, c'est ça. Là, bientôt, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait avec ça. Mais je peux vous assurer, moi, quand vous prenez ça en main. Ah, écoutez, pour moi, c'est c'est une très grande priorité pour moi, parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse, parce qu'on le voit tout, là, le boulevard des Laurentides, justement, là, est affecté par ça. Moi, mon bureau, c'est le boulevard des Laurentides, et je vous dis qu'aux heures des travailleurs, là, c'est... Les heures de pointe, c'est... incroyable, ça n'a pas d'allure, c'est lumière après lumière. Puis, donc, je vous dirais qu'avec la 19, ça va vraiment aider beaucoup à quelque chose qu'on aimerait la fluidité de la circulation. Libérer. Sinon, un autre dossier important, c'est celui des super cliniques, dont 4 pourraient se retrouver dans le territoire lavallois dans le but de désengorger les urgences. Mais comment se déroule ce projet exactement? Parlez-nous. Bien, écoutez, Dr Barrette, justement, a une étude, justement, qui a fait faire une étude pour savoir au niveau de l'urgence. Au niveau, bon, comment que les gens, puis on le sait tous, les cliniques ferment trop de bonne heure, les fins de semaine, vous allez à la clinique, elle ferme. Donc, on se retrouve c'est fâchant, on ne sait pas où aller. On se retrouve où? On se retrouve à l'urgence, puis là, on va engorger l'urgence. Donc, M. Barrette, il veut voir ça dans son ensemble. C'est pour ça qu'il a demandé une étude, voir on fait quoi, comment qu'on le fait. Donc, vous le voyez avec le projet de loi 20, justement, il veut vraiment modifier des manières de faire. Parce que l'habitude, on a tendance à toujours faire la même chose. Et dans le système de la santé, on a toujours fait la même chose, mais ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne d'un certain... un petit peu. Bien, il y a un côté qui ne fonctionne pas. Alors, c'est là qu'on a... C'est pour ça qu'il faut changer les choses. Et dans l'esprit de M. Barrette, parce que je parle beaucoup avec M. Barrette sur ce dossier-là, dû au fait que l'hôpital est à Vimont. Donc, c'est pour ça que moi, il m'a expliqué comme quoi que, justement, c'est plus global que ça. Il veut vraiment revoir complètement. Et justement, avec le projet de la loi 20 et tout, va venir encadrer, va venir améliorer, justement, en tout cas, on va s'organiser que les gens puissent avoir accès à un médecin plus rapidement. Parce que là, actuellement, c'est pas facile. Et ça serait quoi le modèle idéal autour duquel vous aimeriez développer le concept des super cliniques? Bien, moi, écoutez, on en parlait, comme je vous disais, avec M. Barrette. Lui, une super clinique, là, il y a tous les services à l'intérieur. OK. Donc là, tu vas avoir une radiographie, tu veux avoir un service, c'est là. Donc, tu n'as pas à te déplacer. Donc, tu sors de là, puis tu as eu le service complet. Et ça, bien, ça va se développer avec le temps. Vous parlez de 4. Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 3? C'est 5? Okay. Mais je vous dirais, pourvu qu'on puisse justement améliorer, que les gens puissent avoir accès à un système de santé plus adéquat qu'on le connaît actuellement, parce qu'effectivement, il y a des dérapages des fois là, actuellement. Qui sont un peu plus difficiles. Oui, puis c'est ça. Puis les gens de Vimont, ils m'en parlent, puis moi, je vous en parle parce que... Ah oui, mais écoutez, comme je vous dis, je me promène pas dans les restaurants pour juste manger. Oui, je disais bonjour. Non, c'est ça, mais c'est que les gens me parlent, puis j'en conviens avec eux, là. C'est le même problème que j'ai aussi. Donc, moi, quand je vais à la clinique, je suis comme n'importe quel autre, là. Tu sais, je suis un être humain qui attend, qui prend son numéro puis qui attend, tu sais. Comme moi, à mon bureau,
bureau, il y a une clinique au 2e étage. Je vois des gens arriver très tôt là, pour avoir une place, comprenez-vous? Puis souvent, à partir de 8 heures, c'est déjà complet. Effectivement, vous avez raison. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer la manière de faire pour vraiment donner accès aux médecins. Et est-ce qu'on a un objectif espéré pour l'arrivée des supercliniques ou pas encore? Bien, écoutez, le niveau, comment ça va se faire, je pense ça va suivre le projet de loi 20. Donc, suite à ce projet-là, on va pouvoir justement... une fois que ça va être tablé, je pourrais plus vous en parler, mais pour le moment, non. Mais c'est une priorité, ça aussi. C'est important. On en a plusieurs. On ne peut pas tout faire en même temps non plus, mais... Oui, mais c'est important parce que la population vieillissante, hein, et puis les gens, bien, ils ont besoin... Vieillissante, mais les jeunes avec ont besoin de médecins. Mais bien souvent, quand tu vieillis, tu as encore plus besoin de médecins, malheureusement. Et puis, c'est ça. Donc, il faut vraiment, pour sécuriser ta population, c'est comme important. C'est très important. Et la couverture ambulancière est un autre sujet de l'heure qu'on parle aussi. Il semble parfois peut-être avoir un manque dans la présence des ambulances. Pouvez-vous nous décrire un peu l'état de la situation? Est-ce que ça s'est amélioré? Je vous dirais que ça s'est amélioré. Au moment que j'étais à l'opposition, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, j'ai été visiter, moi, l'urgence santé. Parce que la première chose, avant de pouvoir en parler, moi, m'aller voir comment ça se passe. Je vais m'informer directement. Et là, ils m'ont expliqué plein de choses. C'est sûr que quand j'en parlais à des ambulanciers sur le terrain ou à leur syndicat, ils me disaient d'autres choses. Ça, j'en conviens, mais j'en apprends de tous les gens. Des deux côtés. Des deux côtés, puis là, je me fais ma propre tête, tu sais, parce que c'est comme ça, je pense que faut que tu fonctionnes. Et il y a je sais qu'il y a un projet qui s'en vient avec Ville-Laval pour les premiers répondants. OK. Donc, moi, je pense que le premier répondant, c'est Ville-Laval, parce que Ville-Laval a fait une étude, et ça, je ne pourrais pas vous parler pour Ville-Laval. Puis je ne connais pas je connais pas le détail là-dedans. Mais un premier répondant sur le territoire de Laval aiderait énormément les ambulances. Comme à Montréal, le taux de réponse à Montréal a vraiment été amélioré à cause des premiers répondants, qui, à Montréal, c'est les pompiers. C'est ça que j'allais demander, c'est les pompiers. C'est les pompiers à Montréal. Ici, est-ce qu'ils vont prendre les pompiers? Est-ce qu'ils vont prendre des bénévoles? Ça, j'en ai aucune idée. Ou même des policiers? Ou même des policiers, mais ça, j'en ai pas, j'ai pas d'idée. Ça, c'est dans la cour de Ville-Laval, mais je sais que Ville-Laval travaille sur quelque chose, j'ai appris. Donc ça serait comme parfait parce que la solution. Ça viendrait parce que bien souvent, il y a des ambulances qui sont appelées pour des mauvais appels, tu sais, donc, où la personne s'est déplacée, ou la personne a appelé l'ambulance, mais c'était sur un accident matériel, puis dans le fond, l'ambulance n'avait pas d'affaire à être là. Fait qu'ils se déplacent pour rien, parfois. Pour rien, ça peut arriver. et ça arrive souvent, ça. Donc ça, malheureusement, c'est du temps que l'ambulance aurait pu être plus profitable ailleurs. Donc c'est pour ça que le premier répondant est important. Mais ça, on va voir qu'est-ce que Ville-Laval va faire. Mais je vous dirais que oui, ça s'est amélioré. Je sais que M. Barrette a fait des interventions là-dessus. Mais encore là, je vous dirais que bien beau, même si on rajouterait des ambulances. En tant que tel, oui. Si c'est à l'hôpital, Cité de la santé, si c'est plein et qu'ils ne sont pas capables de les accepter, ça ne change rien. Puis encore là, puis là, on est obligé de les envoyer à Montréal. Donc, si à chaque fois qu'on envoie une ambulance à Montréal, on la perd sur notre territoire lavalloise, comprenez-vous? Oui. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un problème global, et M. Barrette est en train de regarder ça. Parce qu'on ne peut pas travailler juste l'ambulance, juste... les supercliniques, juste non. Je pense que c'est global, puis M. Barrette s'en vient avec quelque chose de, je pense, très intéressant. Ouais. Sinon, du côté de Vimont, avant le temps des fêtes, il y avait un programme que je trouvais quand même intéressant et amusant. C'est un café avec un policier qui avait lieu le 18 décembre dernier. Vous étiez policier aussi avant. Oui. Parlez-nous un peu de cette rencontre. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative, très belle initiative, parce que vraiment, le policier, il faut qu'il s'approche du citoyen pour qu'à un moment donné, qu'il y ait un échange. Parce que bien souvent, le citoyen, c'est lui qui va informer le policier qu'il arrive quelque chose dans la ville. Hein. C'est bien souvent notre informateur premier, c'est le citoyen lui-même. Donc, et je me rappelle, quand j'étais comme policier, j'organisais la journée spaghetti des policiers de Laval. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais sur le territoire lavallois, ça a duré pendant au moins 23 ans, je vous dirais. Et l'objectif de ça, c'était vraiment de rapprocher le policier du citoyen. Donc, les gens pouvaient voir que le policier, c'était un être humain comme n'importe quel autre. Souvent, on a peur. Moi, la première, là, je vois un policier, je me sens intimidée. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais.
Et c'est bien de voir qu'ils sont... On peut avoir un lien proche avec le C'est des pères, c'est des mères, c'est bien souvent aussi des grands-pères ou des grands-mères qui sont là. C'est des êtres humains qui ont des problèmes autant que la population. Et malheureusement, la population, ils voient juste le côté négatif, répressif du policier. Mais le policier, c'est plus que ça. Vous savez, c'est le policier qui va venir vous protéger. Là, donc, d'ailleurs, sur les autos, c'est marqué « servir et protéger ». Donc, ça veut tout dire. Alors, l'objectif de la journée, c'était de conscientiser les gens que... Bien, la journée spaghetti que j'organisais dans le temps, là, c'était pour justement rapprocher le citoyen du policier. Et en même temps, bien, c'était une collecte de fonds. Donc, nous, on avait choisi la Fondation canadienne du Rhin. Ouais. Et c'est nous qui payaient pour le camp d'été des enfants atteints de la maladie du Rhin. Wow. Donc, à chaque année. Et ça, avant que la journée spaghetti existe, ce camp-là n'existait pas parce que la Fondation n'avait pas les sous pour payer. Pour les employés. Et ça, honnêtement, c'est quand j'avais été faire une visite à Sainte-Justine, j'avais remarqué, genre, ces jeunes-là, ils vont pas en vacances. Et l'infirmière m'avait informé, disait, bien, c'est que la Fondation du Rhin n'a pas de sous pour les envoyer. J'ai dit, OK, vous me dites que tous les autres enfants sont partis, mais eux, dans le bocal à maladie, ont pogné la mauvaise maladie. C'est un peu ça que vous me dites, tu sais. Elle dit, ouais, vous imaginez ça, là, mais c'est un peu ça, tu sais. Puis là, j'ai sorti de là comme... Ça n'a pas d'allure. Et c'est de là que l'idée, avec mes confrères et consoeurs, là, parce qu'il n'y a pas juste moi qui ai participé là-dedans, là, c'est une affaire d'équipe, bien, on s'est dit non, là, on fait quelque chose. Et c'est là qu'a motivé vraiment les troupes à organiser la journée spaghetti. Et les revenus de la journée spaghetti payaient totalement le camp d'été pour les enfants de partout dans le Québec. Là, parce que nous, là, c'était pas, ben, regarde, t'es à Montréal ou t'es à Terrebonne, on payera. Non, non, non. Nous autres, là, t'es un enfant atteint de la maladie du Rhin, tu as droit. Donc, on payait pour tous les enfants du Québec. Ça se faisait au camp Papillon. Donc, on payait même à une autre fondation, comme vous, on ne payait pas ça à un privé. Et puis, ben, c'est ça. Puis là, ben, le reste de l'argent allait à la recherche. C'est bien. Et vous avez été bénévole dans plusieurs différents organismes. Est-ce qu'il y en a qui vous touchent, vous sensibilisent plus que d'autres? Bien, écoutez, j'ai été président de la Fondation du Rhin pendant 3 ans au niveau du Québec. Mais j'ai été, premièrement, mes premières armes, c'était au niveau des loisirs Saint-Bruno, comme je vous disais. Comme votre père? Comme mon père, mais c'est mon père. Là, il regardait alentour de lui, il y avait un petit garçon de 8 ans. OK, toi, tu vas commencer à placer des chaises, des tables. C'est comme ça que j'ai commencé à être bénévole. Après ça, j'ai été bénévole à Monteuil, l'association Monteuil. J'ai été coach, instructeur, excusez l'anglicisme, instructeur de hockey. Et puis, donc, j'ai fait ça de bon nombre d'années. J'étais responsable du PWIA aussi à Monteuil. J'ai été au baseball à Vimont-Auteuil. J'ai été responsable à un moment donné, plus jeune. Je pense que j'avais 16 ans. J'étais responsable à l'école Père-Vimont, qui est mon ancienne école, en passant, mon ancienne école primaire. Okay. C'est à l'école Père-Vimont, j'étais responsable. Le vendredi, on avait des films. Okay. Donc, on chargeait 25 sous, 25 ou 30 sous pour les films. On avait pris la relève. Il y a un monsieur Paquet qui avait débuté ça à l'école Père-Vimont. Puis, à un moment donné, il avait décidé d'arrêter. Et je ne sais pas quelle raison, mais en tout cas. Et c'est lui qui nous avait comme... inciter à nous montrer comment ça fonctionnait, parce que j'avais jamais fait fonctionner une machine parce que c'est des grosses machines, ça, là. Donc, c'est la première fois. Donc, quelqu'un nous a vraiment donné des instructions comment bien faire. Donc, donc, c'est ça. Moi, toute ma vie, comme je vous dis, effectivement, j'ai été bénévole. Un grand désir de servir. Oui, mais c'est ça. Puis je pense que ça et malheureusement, des fois, les gens, ils pensent pas, mais il faut vraiment le transmettre de génération en génération. Moi, mon fils aussi est bénévole et j'espère que mon fils va le transmettre à mon petit-fils parce que je pense que c'est comme ça. Tu te promènes dans toutes les associations de Ville-Laval. Malheureusement, tu vois, c'est vraiment des têtes blanches. Il y a moins de jeunes. Puis ça, toutes les associations, ils crient toutes, on aurait besoin de bénévoles. Ben, c'est ça. Et en parlant de bénévoles, vous avez votre expertise a été reconnue à l'international aussi, un beau projet que vous avez fait par un poste que vous avez occupé comme chef d'équipe pour les Nations Unies. Oui.
avec comme but de mettre sur pied des postes de police à travers, en fait, le territoire haïtien. Oui. C'est un projet très intéressant. Comment ça a fonctionné, votre projet là-bas? C'est en 2005-2006. J'ai travaillé 9 mois en Haïti, une période où c'était sombre un peu parce que c'était assez risqué. D'ailleurs, j'ai perdu un de mes collègues, Marc Bourque, qui était tué par balle là-bas. Donc, ça arrivait souvent là-bas. Donc, il fallait faire attention. C'était une période sombre d'Haïti, je vous dirais. C'est avant le séisme. Et puis, là, moi, mon travail, c'était de travailler avec les Nations unies, puis d'aller voir les ambassades pour aller chercher des sous pour pouvoir bâtir. Ça allait bien. Mais moi, dans mon quotidien, je faisais de l'exercice parce que là, à un moment donné, tu as du temps libre à toi, mais tu fais quoi? J'avais décidé de commencer à faire du hiking. Du hiking workout. Oui, c'est ça. Donc, je montais dans la montagne qui s'appelle la montagne de Haut-Debussy. Pour les gens qui viennent d'Haïti, ils vont comprendre Haut-Debussy. À vous à la maison. Oui, c'est ça. Et puis, je faisais ma marche en haute montagne, puis je remarquais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui... Là, je me dis, ils ne sont pas à l'école. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça. Ouais. Et puis là-dessus, je me suis dit, je vais m'informer un peu. Puis moi, j'amenais toujours des choses. Il y a une confiserie à Laval qui me fournissait des bonbons. Les enfants aiment ça. Ben oui, c'est ça. Puis même, comme je vous disais tantôt, je me sentais même coupable à un moment donné. J'étais voir mon dentiste, je dis, pourrais-tu me donner des brosses à dents et des pâtes à dents? Parce que je voudrais pas qu'il y ait des caries, parce que des dentistes là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Ou ça coûte cher, puis ils n'ont pas les moyens. Donc, et c'est comme ça que je me suis approché des parents, des familles. Puis là, je leur demandais, vos enfants ne sont pas à l'école, on n'a pas de sous. Ils n'ont pas, vous n'avez pas de sous. Ici, à l'école... on n'est pas au courant. Non, pas de sous, pas d'école. Puis là, voyons donc, c'est l'avenir du pays, ça, c'est important. Que là, j'en ai parlé à mes collègues, je dis, c'est sûr que là, certains m'ont dit, là, Jean, t'as des idées encore farfelues. T'as un grand cœur. Oui, mais là, ils m'ont dit, Jean, là, regarde, là, tu peux pas sauver, t'es pas Mère Teresa, là, tu sauveras pas la planète, là, tu sais. Sauf que j'ai dit, non, remarquez, parce que des fois, tu travailles à un endroit, mais ça dépend comment tu regardes la situation. Et là, les gars et les filles m'ont dit, hey, Jean, t'as raison, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, qui sont pas là, puis bien souvent, c'est ces jeunes-là qui se retrouvent dans des groupes criminalisés là-bas, puis bon. Que là, j'en parle avec des gens d'OBUC. Je dis, moi, si je fais une collecte d'argent puis je ramasse l'argent pour bâtir, vous, est-ce que vous êtes prête à mettre la main-d'œuvre, le faire bénévolement? Ils ont dit oui, mais nous autres, on aurait besoin d'une église. Oui. Bon, j'ai dit, OK, on s'entend. La semaine, c'est l'école. La fin de semaine, c'est l'église. On s'entend-tu? On s'entend-tu sur le projet? Ils ont dit, ben oui, on embarque. Et c'est comme ça que l'école Marc Bourque, le premier projet de Marc Bourque, a vu le jour. Et depuis ce temps-là, les projets ont succédé parce que là, maintenant, les pompiers de Montréal, actuellement, ils font même des collectes d'argent pour pouvoir faire un autre pavillon là-bas à l'école Marc Bourque. Wow. Et je vous dirais qu'il y a à peu près 140 enfants là-bas qui sont à l'école, et ce, gratuitement. Donc, enfin, on est en train... Puis ça, je suis vraiment fier de ce projet-là parce que... C'est un beau projet. Oui. Puis je suis content qu'il fonctionne encore, puis que des gens comme les pompiers de Montréal qui embarquent dans ce projet-là et que les policiers qui sont toujours là, de la Sûreté du Québec et de Montréal, de la GRC, participent toujours financièrement parce qu'eux payent toujours les professeurs qui sont là. Oui, parce que chaque année, c'est des coûts qui reviennent. Oui, donc toujours les troupes qui sont là continuent à défrayer le coût des professeurs. Et là, bien, que les pompiers de Montréal décident d'aller faire un autre pavillon là-bas, c'est vraiment incroyable. Moi, je suis tellement heureux parce que, enfin, vous savez, le passage qui était tout de même 9 mois, mais au moins, je peux dire, bien là-bas, en 2005-2006, j'ai fait quelque chose de bien, puis ça fonctionne bien. Je suis bien heureux. C'est très émouvant et impressionnant de voir à quel point vous avez découvert et aidé beaucoup de gens. Et pour vos concitoyens de Vimont, est-ce que vous avez un petit mot à leur dire si jamais ils veulent communiquer avec vous, leur rappeler peut-être à vos concitoyens? Premièrement, de leur dire, c'est que rapidement, c'est important. Ils ont un problème, qui nous appellent, qui viennent nous voir. On est là à leur service. Vraiment, les gens, ils pensent pas, le député, il peut nous aider comment? Appelez-nous. Soyez pas gênés. Soyez pas gênés, on est là pour vous. D'ailleurs, vous nous placez là pour qu'on soit votre représentant. Bien, profitez-en, on est là pour vous servir. Merci beaucoup, M. Roussel, d'avoir été là. Merci. Et merci à vous à la maison. Si vous avez des questions, des commentaires, on vous invite à nous écrire ou à nous téléphoner aux coordonnées qui se trouvent au bas de l'écran. Je vous souhaite une très belle semaine.